Bilan des connaissances sur la variabilité génétique et l'histoire des génomes humains. Commençons par la transmission des mutations. Nous allons voir ensuite la diversité des génomes et parenté entre les êtres humains, et ensuite l'histoire d'Homo sapiens qui peut être lue dans son génome. Alors commençons par la transmission des mutations. Alors on avait parlé d'horloge moléculaire. L'horloge moléculaire, alors on peut considérer par exemple qu'une mutation, alors qui est un phénomène aléatoire et qui se produit très rarement, donc qui est très rare, mais on peut quand même dire que tous les X années, il se produit une mutation. Alors si par exemple, imaginons, on dit tous les 10 ans, il se produit une mutation. Donc ça veut dire que si au niveau d'un allèle que l'on pourrait étudier, il y a 10 mutations, eh bien on pourrait dire que par rapport, imaginons, à l'ancêtre commun, il y a 10 années, il y a donc 10 fois 10 ans qui se sont passés, soit 100 ans. Bon, c'est une façon très simple de comprendre ce que signifie horloge moléculaire. Donc les mutations elles-mêmes mesurent l'avancement de cette horloge moléculaire. La molécule d'ADN subit des modifications, comme je vous l'ai dit, de manière tout à fait aléatoire, et c'est très rare. Elles sont très rares, mais quand même, étant donné qu'il y a des milliards de nucléotides qui sont mis en jeu lors, par exemple, de la réplication, bon, il n'y a pas que ça, mais si je parle de la réplication, eh bien, ça veut dire que l'ADN polymérase et les endonucléases qui sont censés réparer les mutations, eh bien, quelquefois ne réparent pas, ou quelquefois l'ADN polymérase donc assume mal son rôle entre guillemets. Bon. Alors, la molécule d'ADN donc subit des modifications qui sont tout à fait aléatoires, mais ces mutations vont s'accumuler au cours de la vie dans les cellules de l'organisme, évidemment. Donc si on prend deux cellules, donc deux cellules qui se sont formées à des instants différents, eh bien on peut calculer, grâce à l'horloge moléculaire, donc la fréquence des mutations, et dire, cette cellule est apparue tant de temps avant l'autre, etc. Bon, c'est pas la seule application. Bon, le nombre de différences entre deux cellules va augmenter bien évidemment avec le temps. Les mutations ne sont transmises que d'une cellule mère à ses cellules filles, évidemment. Les mutations qui vont toucher les cellules somatiques, donc qui sont les cellules autres que les cellules sexuelles, ne peuvent évidemment pas transmettre la mutation. Donc si on prend l'exemple d'une cellule de la peau qui a subi un bombardement par les rayons ultraviolets, s'il y a modification du génome, s'il y a des mutations qui apparaissent, voire le fait que l'ADN peut très bien être très abîmé, et tellement abîmé que la cellule meurt. Bon, eh bien si on considère donc cette mutation correspondant à la cellule de peau suite au bombardement des rayons UV, eh bien elle peut se transformer en cellule cancéreuse. Donc seules les mutations qui vont toucher les cellules reproductrices vont être distribuées entre guillemets à la descendance. Donc on parle de mutation de la lignée germinale. Alors, donc on estime que dans l'espèce humaine, entre chaque génération, environ une cinquantaine de mutations sont transmises. L'horloge moléculaire, donc son principe du moins, est difficile à utiliser. Bon, c'est approximatif, mais disons que ça donne une bonne image de ce que l'on peut comprendre, c'est-à-dire que le principe de l'horloge moléculaire est d'utiliser les différences entre deux séquences pour dater, de manière plus ou moins approximative, la séparation des lignées auxquelles elles se rattachent. Les mutations peuvent être partagées, et ce partage est utilisé pour reconstituer des parentés. Alors on parle quelquefois de familles multigéniques, etc. Bon, on ne va pas en parler ici, mais si deux individus possèdent une série de mutations en commun, l'explication la plus probable est que ces mutations sont héritées d'un même ancêtre, qui était lui-même évidemment porteur de cette mutation, donc il a transmis à ses descendants, et on peut mesurer une certaine distance génétique entre deux individus en établissant un certain nombre de mutations
qui les sépare en tout cas du génome de l'ancêtre commun, donc du génome ancestral, le plus récent. Alors évidemment, on peut remonter loin dans le temps, mais là, on se base sur le plus récent. Donc la méthode de l'horloge moléculaire permet de montrer que ce nombre de mutations peut être converti en une estimation de durée plus ou moins approximative. Deuxième point important, donc après avoir vu la transmission des mutations, donc globalement les mutations ne sont pas transmises s'il s'agit de cellules somatiques, et elles sont transmises s'il s'agit de cellules germinales. Bon. Maintenant, essayons de voir, concernant donc ces génomes, toujours leur diversité, et également la parenté que l'on peut étudier grâce à différents logiciels. Au sein d'un même individu, donc, il existe des différences. Ces différences individuelles peuvent être repérées par ce que l'on appelle les empreintes génétiques. Alors la technique génétique qui est très bien qui est utilisée par la police scientifique, en fait, c'est une technique simple et très rapide qui est utilisée pour définir l'identité judiciaire d'un individu qui peut être soupçonné, mais évidemment on fait ça également sur les victimes ou sur les lieux du crime, quel que soit s'il y a différentes traces de sang par exemple, eh bien on peut prélever ces différentes traces de sang et faire ce que l'on appelle l'empreinte génétique et confronter ces différentes tâches dont la provenance est différente à celle de la victime et confronter éventuellement les personnes qui ne sont pas forcément coupables, ça peut très bien être des personnes qui se trouvent sur le lieu du crime. Bon. On se base sur 13 sites du génome humain très variables, ce qui suffit en théorie à distinguer tous les humains actuels. Cette empreinte ne donne par contre pas d'informations sur l'identité génétique, c'est-à-dire sur les allèles que possède un individu et qui sont responsables de ses caractères, évidemment, puisque là on parle en général de morceaux d'ADN entre guillemets non codants. Séquence du génome donne également une cartographie précise des mutations. Donc si on fait un séquençage du génome, on peut obtenir une espèce de carte des mutations. Alors par comparaison évidemment avec un témoin, on va dire. Le séquençage du génome consiste à établir la succession la plus complète possible de nucléotides à chaque molécule d'ADN d'un individu. Alors, le premier séquençage a été fait, il y a eu un projet qu'on appelle le projet Génome humain de 1990 à 2003. Donc, ça a coûté très cher. Toutes les recherches ont été mutualisées et finalement, on a pu faire le premier séquençage complet. Bon, donc il a été suivi par d'autres projets évidemment, donc d'autres projets qui ont visé à améliorer donc la connaissance concernant cette variabilité au niveau de la molécule d'ADN. Alors en théorie tout est conforme lors de la division cellulaire, la réplication, etc. Mais en fait cette conformité en qualité et en quantité n'est pas toujours respectée et n'est jamais respectée en fait. Bon. Mais le degré de différence varie d'un individu à l'autre et puis d'une cellule à l'autre évidemment. Alors les progrès techniques en informatique ont permis de séquencer des génomes. Bon, quelquefois se posent des questions éthiques, mais de cela nous n'allons pas trop en parler. Bon, la diversité génétique humaine elle est très faible. On avait comparé également avec les Néandertaliens et on s'était aperçu finalement qu'il y avait donc également en parlant des Denisoviens, donc on avait vu qu'il y avait un pourcentage très faible de séquences communes. Bon, mais globalement, la diversité génétique humaine, donc concernant Homo sapiens, elle est très faible. La comparaison des génomes d'humains provenant du monde entier a montré que les différences entre deux individus sont de l'ordre de 3 millions de paires de nucléotides sur les 3 milliards que comptent les génomes. Donc c'est-à-dire les génomes, donc sur les génomes haploïdes. Enfin, si on raisonne en termes de génome haploïde, soit une ressemblance quand même. Alors ça paraît grand quand on dit 3 millions de paires de nucléotides. Quand on dit
La comparaison des génomes d'humains provenant du monde entier a montré que les différences entre deux individus sont de l'ordre de 3 millions de paires de nucléotides. 3 millions, ça fait beaucoup. Mais si on raisonne par 2 fois 3 milliards, parce que si on dit 3 milliards de nucléotides, c'est ce que contient dans l'espèce humaine l'ensemble du programme génétique. Alors tout n'est pas codant, entre guillemets, évidemment. Donc 3 milliards, ça concerne le génome haploïde, mais comme on a des paires de chromosomes, par exemple 23 paires de chromosomes, c'est 2 fois 3 milliards. Et quand on compare 3 millions par rapport à 6 milliards, en fin de compte, eh bien, ça veut dire que donc, on a une ressemblance quand même de 99,9%. Au sein d'un même continent, les individus sont génétiquement les plus proches entre eux qu'avec les individus d'autres continents, mais cette différence elle est très faible. Il y a des ressemblances qui montent à 99,905%. Tout à l'heure, on avait 99,9%, donc on augmente un petit peu de 0,05%. Bon, cette proximité génétique s'explique par une origine commune récente des populations humaines actuelles. Les espèces les plus proches des humains, donc chimpanzés, gorilles, orang-outans, ce qu'on appelle les grands singes, présentent une diversité génétique beaucoup plus importante dans des populations beaucoup plus petites. Donc il y a une diversité entre deux chimpanzés, donc d'un même clan. Enfin, il y a plus de diversité entre deux chimpanzés d'un même clan qu'entre deux humains dans le monde. Bon. L'ancêtre commun le plus récent, donc, que l'on appelle ACPR, est défini comme étant la personne située dans l'arbre généalogique de tous les humains actuels, la plus proche dans le temps. Alors ce n'était pas le seul humain vivant à cette époque, et bien d'autres ancêtres de notre espèce l'ont précédé évidemment, et les modélisations mathématiques qui prennent en compte l'isolement géographique, l'immigration, la consanguinité et la croissance des populations humaines, situe cet ancêtre commun à l'humanité à une centaine de générations seulement. Alors, ce qui est tout à fait aberrant, évidemment, mais bon. Troisième point, donc, quelle est l'histoire d'Homo sapiens? Est-ce que cette histoire peut être lue dans son génome? Alors là, il ne s'agit pas de recréer une histoire complète, mais de voir par rapport à son génome si on peut lire une histoire. Alors on sait qu'il y a une horloge moléculaire, donc que les mutations existent et qu'elles se font à un rythme régulier, très faible peut-être, mais ce rythme existe tout de même. Donc on peut voir qu'il y a une origine unique et de multiples migrations également. Le chromosome mitochondrial, donc qui est propre aux mitochondries, est hérité des mitochondries qui sont présentes dans l'ovule seulement. On ne parle pas de mitochondries chez l'homme, c'est simplement chez la femme. Pourquoi? Parce que l'ovule, lorsqu'il est fécondé, eh bien, il conserve son intégralité. Donc ça veut dire que tout le cytoplasme et tout son contenu, dont les mitochondries, est conservé. C'est seulement le spermatozoïde qui apporte son matériel génétique. Alors, il apporte peut-être une partie de son cytoplasme, mais il est négligeable par rapport à celui de l'ovule. Donc ça veut dire que les mitochondries, donc le chromosome, donc l'ADN mitochondrial, est hérité des mitochondries présentes dans l'ovule au moment de la fécondation. Il est transmis par voie maternelle uniquement, c'est-à-dire de la mère à ses enfants. Tandis que le chromosome Y, lui, il est transmis par la voie paternelle, donc du père à ses fils. Donc c'est intéressant. Et là, on peut définir ce que l'on appelle les haplotypes. Donc sur ces chromosomes, que ce soit mitochondrial ou le chromosome Y, on a pu identifier des associations de mutations, et ces associations, on les appelle des haplotypes. La diversité des haplotypes actuels s'explique par une succession de mutations dans chaque lignée, depuis le chromosome ancestral commun. Bon, ce qui est quand même assez intéressant. Donc l'origine géographique du chromosome mitochondrial ancestral est appelée Ève mitochondriale, et du chromosome Y ancestral appelé chromosome Y Adam. Bon, il est localisé en Afrique vers moins 200 000 ans. Bon, ce qui est déjà plus raisonnable que les 100 ans que l'on a vus précédemment. Cette origine africaine des humains modernes, donc Homo sapiens, est confirmée par différentes analyses de la diversité des allèles, donc en passant de la diversité des allèles donc au niveau de certaines
population, donc origine africaine certaine. Lors d'une migration, les individus partant de la population d'origine sont peu nombreux et représentent une faible proportion de la diversité allélique totale. Alors, donc de la diversité allélique initiale plutôt. Donc après quelques générations, cette sous-population présente un faible nombre d'allèles différents de ces gènes et la diminution de la diversité génétique constatée dans les populations humaines lorsque l'on s'éloigne de l'Afrique de l'Est confirme l'hypothèse de l'origine commune en Afrique de l'Est. Bon. Donc c'est l'origine de l'humanité. Ensuite, donc, les datations basées sur les haplotypes retrouvés en dehors de l'Afrique font remonter le flux migratoire des humains modernes entre moins 100 000 ans et moins 50 000 ans, en concordance avec les restes fossiles. Bon. Alors, est-ce qu'il existe des traces de sélection naturelle? Bon, on avait parlé entre autres de la lactase. Donc, la lactase, donc je vous avais fait un cours assez complet qui dure presque 1 heure et demie. Bon, je vous invite à vous y repérer, à y aller. Donc des traces de sélection naturelle, les mutations se produisent de façon aléatoire. Cependant, si une mutation apporte un avantage à ceux qui la détiennent, la fréquence de la population augmente de génération en génération. Donc c'est le processus de sélection naturelle. La persistance de la capacité à produire de la lactase, par exemple, à l'âge adulte, est un exemple de sélection d'un allèle porté par 30% de l'humanité. Alors, cette enzyme permet de digérer le lait. Le lait est une source alimentaire, également de vitamine D. Cette vitamine peut aussi être produite par exposition de la peau aux rayons UV solaire, mais dans un contexte environnemental où la production naturelle de vitamine D est limitée parce qu'il y a tout simplement moins d'exposition au soleil. Donc les individus qui continuent à produire de la lactase à l'âge adulte vont bénéficier d'une source supplémentaire de vitamines. Il existe des mutations, donc plusieurs mutations différentes dans le monde, qui vont causer la persistance de la production de lactase, donc ce qui va montrer que ce caractère est apparu plusieurs fois indépendamment au cours de l'évolution. En Europe, les premières traces de cette mutation remontent au néolithique après l'introduction de l'agriculture en lien avec la pratique de l'élevage. D'autres exemples de sélection naturelle ont pu être identifiés, on parle de paludisme, de peste, etc., donc correspondant à une résistance à des micro-organismes pathogènes, ou encore en lien avec l'adaptation à l'environnement, si on parle donc soit de la pigmentation de la peau, admettons, ou l'adaptation à l'altitude, par exemple dans les plateaux tibétains. Est-ce qu'on peut retrouver des traces de génome archaïque? C'est-à-dire, on pense là à Néandertal, Denisovien. Bon. Lorsque les premiers humains modernes ont migré hors de l'Afrique, en Europe et en Asie, ils ont cohabité avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Alors, en Europe et à l'ouest de l'Asie, les populations de Néandertaliens ont vécu de 300 000 à, on va dire, 28 000 ans, on va dire à peu près, et le séquençage des génomes néandertaliens a révélé que 1 à 3, voire 5% de leur génome est présent dans les populations européennes et asiatiques actuelles. Des traces de génomes d'humains modernes ont également été retrouvées dans le génome de néandertaliens. Donc ça veut dire qu'il y a eu des croisements. Alors est-ce qu'on peut dire pour ça qu'ils font partie de la même espèce? Bon, en tout cas, ils n'en sont pas très loin. Les Denisoviens sont une autre population archaïque que l'on a identifiée à partir du séquençage de restes humains retrouvés dans une grotte de Sibérie. Les traces génétiques des Denisoviens sont présentes aujourd'hui dans les génomes des populations d'Asie et d'Océanie, alors jusqu'à 6% en Papouasie. Et parmi les 7 restes Denisoviens retrouvés, l'un correspond à un hybride de première génération entre une néandertalienne et un Denisovien. Donc ces hybridations, il semble en tout cas que ces hybridations entrent dans les populations humaines, donc présentes en Europe et en Asie, et on a l'impression que cela a été relativement fréquent. Donc l'analyse des allèles d'origine archaïque retrouvés dans les génomes humains actuels montre que des gènes concernés sont impliqués dans le système immunitaire également,
la pigmentation et le métabolisme. Par exemple, il a été démontré que les mutations responsables de l'adaptation à l'altitude dans la population tibétaine ont une origine dénisovienne. D'un point de vue évolutif, il est probable que les hybridations avec les populations archaïques ont enrichi le génome des humains modernes migrant hors d'Afrique en apportant des allèles favorables à leur survie dans ce nouvel environnement. Bon, voilà, pour un résumé, un bilan des connaissances sur la variabilité génétique et l'histoire des génomes humains. Alors, bon, j'étais assez rapide, le cours est terminé. Merci. Alors, le cours est terminé. Merci.